donc je voudrais, je ne vais pas revenir sur ma généalogie personnelle puisque je suis donc enseignant, je voudrais cependant parler des éléments qui m'ont amené à avoir cette première intuition donc de la disparition du sexe masculin. Et en effet, c'était dans les années 90, j'ai observé que, alors qu'il y a des femmes qui souffrent de partout sur Terre et qui sont écrasées, pas seulement dans les pays abominables où règne la charia, où les femmes sont lapidées, je me suis rendu compte que la tournure du féminisme ne s'occupait non pas de cette souffrance des femmes, ce qui aurait été compréhensible, mais était de plus en plus fixatif sur deux choses. La déculpabilisation du meurtre légal des enfants à naître, l'avortement, et la déculpabilisation, normalisation de, j'emploie le mot de Saint Paul, de cette abomination qui est qui allait devenir la légalisation du mariage homosexuel. Bien sûr, Saint Paul emploie le terme d'ignominie dans le début de sa lettre, de son épître aux Romains. Ce n'était pas pour le mariage homosexuel, évidemment, ça n'existait pas encore. Mais enfin, c'était déjà, on peut en déduire que Saint Paul aurait condamné notre évolution actuelle. Donc je me suis dit, voilà, au lieu de s'occuper de la souffrance des femmes, le féminisme est en train de se radicaliser, en fait, en combat fixatif pour l'avortement et pour l'homosexualité, donc il doit y avoir quelque chose derrière ça. Ça m'a mis un petit peu la puce à l'oreille, si vous voulez. Pourquoi cette fixation alors avec tous les problèmes que les femmes ont? Donc j'ai commencé, c'est là où cette idée a commencé à germer, donc il y a autre chose. J'en suis venu très vite, en fait, à cette finalité, du complot inconscient, donc le génocide du sexe masculin, qui n'est pas non plus une fin en soi, car la fin a un aspect théologique très profond, elle se dirige vers l'indifférenciation, par le truchement de l'indifférenciation des sexes, en éliminant l'un d'entre eux, on va vers l'indifférenciation entre le bien et le mal. Donc ça sera la dernière partie de mon exposé, donc il y a un arrière-plan théologique important. C'est pas seulement, allez, on détruit les bonhommes et puis on reste entre nous, tout va bien. Il y a un côté beaucoup plus pervers que cela, et c'est là où on retrouve d'ailleurs un petit peu dans la Genèse, Dieu dit, par l'intermédiaire des prophètes, que chacun soit fait selon son espèce, donc les oiseaux, etc. Il nous dit à plusieurs reprises, on a envie de dire, bon, nous ne sommes pas complètement gaga, Seigneur, on a compris. Tu as fait des cochons qui ne sont pas des vaches, qui ne sont pas des oiseaux, c'est bon. Mais en fait, a posteriori, vu que cette attaque est une attaque d'indifférenciation, et notamment par le truchement de la théorie du genre, on se rend compte pourquoi Dieu, dès le début, nous a mis en garde contre la possibilité de mélanger les espèces. Donc ça, c'est important. Alors, je vais revenir à la fin, donc ça sera la dernière partie. Donc là, je voudrais, si vous voulez, définir... je voudrais d'abord dire aussi une chose qui me paraît importante, afin d'éviter des malentendus. J'ai un discours très frontal. En gros, je dirais que ça m'a posé des problèmes tout au long de ma vie. Parce que quand vous dites le meurtre légal des enfants à naître, au lieu de dire l'IVG, déjà, ça pose un problème souvent. Quand vous dites le mariage de mort, au lieu de dire le mariage du même sexe, on n'est pas toujours content. Et c'est un choix que j'ai fait, car dans notre époque de culture de mort, je pense que résister, c'est résister aussi avec des tripes. On ne peut pas se contenter de faire des articles qui sont pas intellectuels, et il faut vraiment, parce que je veux dire, c'est une putréfaction qui se base sur l'Occident, avec ce déni du réel, vous faire croire que l'avortement ne serait pas un meurtre, avec des évidences biologiques, vous faire croire que l'homosexualité serait quelque chose de bien, alors que si nos mamans s'étaient fait avorter, ou si elles avaient été lesbiennes, eh bien, nous ne serions pas là aujourd'hui. Nier cela, c'est faire un affront contre le bon sens. Donc tout ça, ce sont des éléments importants. Néanmoins,
L'abomination, hein, alors le meurtre légal des enfants et le mariage d'abomination, ça concerne la légalisation du mal. Ça ne concerne pas le pécheur lui-même. Hein, attention, ça c'est très important. Celui qui est abominable et qui est dans la culture du Nord, c'est pas le bonhomme qui a des tendances homosexuelles, même s'il pratique. S'il pratique, il fait un péché, bien sûr. Mais le péché vraiment qui rentre dans le schéma de la culture du Nord, à la limite, c'est la personne qui est hétérosexuelle et qui, basée sur une fausse tolérance ou un faux amour qui ne repose pas sur la vérité, hein, va créer une apologétique du mariage homosexuel. C'est ça la culture de mort. Hein. Ce sera tout péché en miséricorde, mais pas de miséricorde pour la légalisation du péché, car ça, c'est quoi? C'est donner raison au diable, tout simplement. Hein. Je dis le diable, hein, je ne dis pas l'esprit du mal, je n'ai pas honte de dire le diable, diabolos, en grec, qui veut dire ce qui sépare. Donc ça, c'est très important. Donc, le langage frontal a aussi un élément important, en ce sens que ça nous, c'est une sorte de garant qui nous empêche de glisser dans les compromis. Alors, il y a beaucoup de personnes qui disent oui, par exemple, à l'époque de la légalisation de l'avortement, on avait dit qu'il faut avoir un peu de souplesse, hein, puisque après tout, la loi Veil, à l'origine, c'était donc prévu pour des cas exceptionnels. Alors ceux qui en avaient dit au professeur Lejeune, il avait été convoqué, y compris par le monseigneur cardinal de Paris, on lui avait dit en gros tais-toi. Hein, on lui avait dit tu verras, c'est une loi qui après tout, bon, pour des cas exceptionnels. Le résultat de course, hein, 40 ans après, la loi exceptionnelle, c'est devenu le meurtre pour tous. Puisque un enfant sur 4 est assassiné dans le cadre d'un avortement. C'est comme une roulette russe, hein, bienvenue, Dieu nous fait le cadeau de la vie, hein, et que la vie, même d'un point de vue athée, pour que la vie arrive, les biologistes, hein, on parle comme s'il y avait des singes dans une pièce, et en 24 heures, ils devraient par hasard taper l'œuvre de Shakespeare sans faute d'orthographe, ce qui est impossible, hein, même sur l'éternité. Donc la vie, c'est quelque chose de magnifique, même quand pour ceux qui sont athées, ils devraient le comprendre. Et pour remercier la vie, que faisons-nous? Nous mettons au point un système de roulette russe où on a une chance sur 4 de mourir en arrivant sur Terre. Donc c'est pire que la roulette russe, parce que la roulette russe, il y a moins d'arrivées, il y a 6. Hein. Là, vous avez une chance sur 4. On fait mieux que les Russes. Hein, et c'est partout en Occident. Hein. C'est pas seulement, voilà pour l'avortement. Pour l'homosexualité, bien bon, c'est pareil, on nous a dit, on a dépénalisé l'homosexualité. Bon. Tout de suite, il y a eu quoi? Il y a eu des manifs LGBT, hein, la Gay Pride. On a dit, on s'habitue à ça, très bien. Bingo, le Pax. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Alors que Guigou nous avait promis non, le mariage homosexuel, jamais, elle avait menti, elle l'a reconnu d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé après le Pax? Le mariage de mort. Bingo. Mariage de mort, parce que si nos parents avaient été gays, nous ne serions pas là. Bingo, le mariage de mort. Nous avons accepté le mariage de mort. Bingo, l'adoption. Nous avons accepté l'adoption. Bingo, rebelote, PMA pour toutes, les lesbiennes, et GPA pour les homosexuels. Donc, voilà où nous mènent les compromis. En matière de culture de mort, on n'a pas droit, nous n'avons pas le droit au compromis. Donc ça, c'est ma position, c'est pour ça que je tiens un langage frontal. Alors, bon, très rapidement, connaissant le milieu donc, auquel vous appartenez, auquel j'appartiens aussi, même si moi, c'est surtout ma foi catholique qui m'a amené au royalisme, hein, avant tout. Hein. Dans cela, je ne suis pas maurassien. Hein, même si je respecte les maurassiens. Donc, c'est ma foi catholique. Donc, je sais que dans ce milieu de royalisme, vous êtes tous férus d'histoire. Donc, évidemment, je ne vais certainement pas vous apprendre quelque chose sur l'histoire. Mais néanmoins, je voudrais très rapidement, avant d'en venir donc, au féminisme proprement dit, à ma théorie, faire un petit récapitulatif de la déconstruction, hein, très vite. Hein, et je vois deux déconstructions. Ça, c'est un petit peu la nouveauté, ma nouveauté, parce qu'en général, on a fait partir des Lumières ou même d'avant. Et je vois une deuxième déconstruction, non pas la déconstruction de la déconstruction, qui serait une reconstruction,
ça serait bien, mais la déconstruction de ce qui n'était pas encore complètement déconstruit. C'est tout à fait différent. C'est ce qui va créer l'homme hors sol ou qui redevient le bébé, hein, dominé par le ça, hein, c'est-à-dire sans surmoi, ou un surmoi qui va se bricoler, mais qui en fait, donc l'homme, le post-deuxième déconstruction, va être un monstre d'égoïsme. Hein, et je vais vous dire donc où est-ce que ça va amener. Alors, dans la première déconstruction, bien que ce soit faux, dans une certaine mesure, on l'a fait démarrer aux Lumières, enfin, parce que pour des raisons de lisibilité. Et c'est vrai que bon, ça officialise, si vous voulez, la rupture du cordon ombilical avec Dieu. Hein, donc c'est un moment important. Pour autant, en y réfléchissant, en regardant de plus près, bei näherem Zusehen, comme on dit en allemand, en y regardant de plus près, on se rend compte qu'en fait, ça remonte un petit peu plus tôt. Et on arrive notamment tout de suite au XVIIe siècle, avec non pas tant Descartes, mais surtout Spinoza, avec le déterminisme qui en fait détruit, qui est déjà un avant-goût de la psychanalyse, et qui détruit le libre arbitre. Hein, parce que pour Spinoza, tout est déterminé, et il suffit de... Hein, donc, je veux dire, que vous soyez Mère Teresa ou Jacques Léventreur, enfin, ça n'avait pas encore vécu à l'époque, c'est pareil. Hein, soyez un bon ou quelqu'un d'abominable, c'est le déterminisme. Hein, d'ailleurs, pour Spinoza, il suffit de bien comprendre ça pour atteindre le bonheur. Hein, c'est-à-dire, bon, je ne sais pas, quelqu'un vous tuerez votre sœur, bon, ben, c'est pas grave, c'est le fruit du contexte, donc je le comprends, je n'ai pas de haine contre lui. Donc ça a été un coup de canif, déjà. Je pense que Spinoza a fait énormément de mal à ce niveau-là, mais là non plus, ce n'est pas le vrai début. On en tient encore plus tôt. Et là, on arrive au protestantisme, avec la franc-maçonnerie, qui vient un peu, je parle de la franc-maçonnerie spéculative, pas de la franc-maçonnerie opérative, donc des francs-maçons, hein, on ne va pas... et là, c'est aussi un moment de la déconstruction, bien évidemment, déjà c'est la négation, hein, la négation de la parole du Christ, hein, tu es pierre sur cette pierre, je forme mon Église, considérant que la vérité, la réalité vient de Dieu pour nous chrétiens, insinuer que le Christ aurait menti comme le font les protestants, c'est déjà une déconstruction. Alors, mais là non plus, ce n'est pas le début. Nous sommes obligés de remonter encore un petit peu plus vite, un petit peu plus dans le temps. C'est comme si nous étions dans un bus. Et à chaque fois, stop. On s'arrête où? Au Talmud. Talmud qui, sans être à 100%... je veux dire, le Talmud, il y a aussi des passages intéressants. Tout n'est pas concentré contre le Christ. Mais néanmoins, c'est vrai que le Talmud hein, a démarré donc, juste après l'arrivée de Jésus-Christ, le Messie d'Israël, Fils de Dieu et seul Sauveur universel, Nouvel Adam. Le Talmud a démarré là. Et ça a été aussi une déconstruction. Mais même le Talmud, on remonte encore un peu plus tôt, et on arrive au péché originel. Et même encore plus tôt, on arrive où? À Satan, à Lucifer, le porteur de lumière. Hein. Et ça, c'est très bien, il faut garder tout ça, parce qu'il y a une synergie qui mène à ma conclusion après. Le porteur de lumière, donc le porteur de lumière qui récolte cette phrase de Saint Michel, comme vous le savez, qui est comme Dieu, hein, Saint Michel qui tire son propre nom de cette question. Et là, juste une petite parenthèse, il y a une imbécilité qui est en train de se développer dans les réseaux sociaux, qui sont importants maintenant, parce que hein, c'est vraiment, malheureusement, c'est comme ça. Alors, dès qu'on entend le mot lumière, ah voilà, c'est Satan. Je vous l'avais dit, voilà, lumière, Satan. Non, c'est pas la lumière. Le vrai Dieu naît du vrai Dieu, une lumière naît de la lumière c'est le Christ, c'est le Verbe, hein, c'est la vérité. C'est la mauvaise utilisation pour soi-même qui est satanique. Hein. Bien évidemment. Donc ça, je pense que c'est important de le comprendre. Un mot sur la franc-maçonnerie, après je vais passer à la deuxième déconstruction. Il se trouve que, donc ne vous inquiétez pas, hein, je n'ai jamais été franc-maçon, et ceux qui me connaissent un peu savent que en Allemagne on me prenait pour une espèce de facho néo-nazi. Hein. Après, quand je me suis fait expulser de certains forums, j'ai écrit sur Gloria TV, au début ils ont cru que j'étais un franc-maçon. Après, entre-temps, je me suis réconcilié. Gloria TV, il y a des gens qui sont très bien. Hein. Il y a de tout comme de partout. Donc, moi, je considère que c'est quand même quelque chose de bien. Et mais voilà ce que je veux vous dire. Il se trouve que je connais très bien la franc-maçonnerie.
Pour une raison très simple, je n'y ai jamais adhéré, mais mes parents m'ont mis dans une école, c'est un lieu au cours des Sablons, où ils ne le savaient pas. Mon prof de français pendant 5 ans était non seulement franc-maçon, c'était M. Michel de Juste, grand maître de la Grande Loge de France. C'était pas n'importe qui, donc c'était un type qui d'ailleurs était très bien, hein, je veux dire un homme d'une culture incroyable, c'est un homme de cœur, il n'a jamais essayé de nous convertir directement, mes parents, quand ils l'ont su comme ça c'est bien, ça se passait bien dans l'école, ils m'y ont laissé, il n'a jamais, mais néanmoins je l'ai eu pendant 5 ans. Hein. Donc ce que je voudrais dire à propos de la franc-maçonnerie, et ça c'est très important à mon avis, c'est que ce qui est diabolique dans la franc-maçonnerie, hein, c'est le principe suivant. La franc-maçonnerie, ce n'est pas les secrets kabbalistico-judaïco-égyptiano, que sais-je. Hein. Ce qui est fondamental, ce qui fait que la franc-maçonnerie est diabolique, c'est que c'est un beau fruit, pour un peu serait presque chrétienne, mais avec le verre à l'intérieur. C'est ça. C'est pour ça que la franc-maçonnerie est diabolique. Et la franc-maçonnerie pose comme principe fondamental, voilà, l'être humain est bon, et par notre raison, nous sommes capables de créer une humanité urbaine. Hein. Ça, c'est le secret satanique de Lucifer, hein, avec la lumière, l'intelligence, la puissance. On est capable de nous passer, nous sommes capables de nous passer de Dieu. Hein. Donc, c'est ça ce qui est diabolique dans la franc-maçonnerie. C'est pas la peine de rajouter, comme s'ils étaient tous pédophiles, à faire des messes noires. Hein. Non, je pense que les mauvaises critiques détruisent les bonnes. Hein. C'est comme ceux qui sont anti-nazis, dont je fais partie, et qui veulent à tout prix nous faire croire que Adolf Hitler serait un fou furieux. Non, il suffit de lire Mein Kampf, il n'était pas dingo. Je suis désolé, c'était l'homme le plus charismatique au monde. Hein. Mais charismatique dans le sens neutre, hein, évidemment. Donc voilà, je pense que les mauvaises critiques discréditent les bonnes. Si on veut se battre contre la franc-maçonnerie, il est branché le micro, d'accord. Si on veut se battre contre la franc-maçonnerie, il faut dire, voilà les gars, il faut mettre de l'autre, ça fait mal. Vous, les francs-maçons, vous avez dit que vous étiez capable de construire une société meilleure que la nôtre, meilleure que celle qui se reconnaît du Christ. On appuie là où ça fait mal. Regardons ensemble les résultats. Hein. Tous les génocides du XXe siècle, Pol Pot, quart de la population massacrée au nom de la raison de lumière, hein. Staline, Hitler, etc. Tous les génocides. Hein. Voilà le résultat. Et ça, c'est diabolique. C'est pas la peine de voir des complots. Hein. Déjà, c'est satanique en soi. Donc, je ferme la parole. Je le dis parce que mon prof était lui-même. Donc, je me prenais de. Ouais, parce que au niveau de la voix, je dois faire attention parce que ça m'arrive de temps en temps. Donc, alors, en fait, cette première déconstruction correspond. Merci, Franck. Cette première déconstruction correspond à ce que André Comte-Sponville définissait comme la fidélité. C'est-à-dire, on rejette Dieu, hein, on rejette le lien transcendantal, mais on garde une certaine fidélité avec un certain esprit de l'évangile. Hein. C'est-à-dire, par exemple, le Christ a dit, si tu as deux chemises, tu en donnes une. Bon, ben ça va, les communistes, loin. Donc, c'est le Christ, la sécularisation du christianisme va mener, en fait, au communisme aussi, qui seront l'opposé, bien sûr, à toutes les idéologies, à tous les humanismes athées, etc. Ce sont des avatars d'un christianisme pollué, sécularisé, encore un bon fruit, mais dans lequel il y a le verre à l'intérieur. C'est l'essentiel. Donc on retrouve un peu l'idée de la franc-maçonnerie. Donc ça, c'est la première déconstruction, c'est typiquement celle de André Comte-Sponville, qui lui a plongé dans cette première déconstruction, puisqu'il y croyait. Hein. En fait, c'est une imbécilité, on voit bien que ça ne mène à rien, hein, si ce n'est à toutes les catastrophes. Alors, la deuxième déconstruction, donc on va dire la deuxième déconstruction, dont certains philosophes comme Nietzsche au XIXe ont quand même déjà annoncé l'avènement, évidemment. La deuxième déconstruction, c'est après, en gros, hein, après la Deuxième Guerre mondiale, où là, l'être humain
se réveille, donc, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit effectivement l'échec complet des Lumières, s'il est honnête. L'échec complet d'un monde sans Dieu. Donc à nouveau, tous les génocides, etc. Et là, au lieu de se dire, bon, on va peut-être repenser les choses, hein, il va s'enfoncer dans encore plus, donc, comme Heidegger à la suite de Nietzsche, mais aussi la clique de la French Theory, comme on dit, aujourd'hui, Deleuze, Derrida, Foucault, etc., Simone de Beauvoir, Sartre aussi, ils vont s'enfoncer dans encore plus de déconstruction. C'est la deuxième déconstruction. Hein. C'est-à-dire, là, cette fois, l'homme devient déshérité complètement. On n'a même plus la sécularisation du christianisme, c'est-à-dire qui était déjà mauvaise en soi, on n'a carrément plus rien du tout. Or, et ça c'est mon idée, hein, c'est une idée que j'apporte, quand on n'a plus rien, on est comme le bébé qui vient de naître. Je sais qu'en psychanalyse, en résumant, hein, très simplement, il y a le ça, le moi, le surmoi, hein, selon Freud. Il n'a pas dit des bêtises, là il avait raison, même si je ne suis pas du tout un ami de Freud. Hein. Le ça, c'est l'inconscient, les pulsions, le moi, c'est la conscience, le surmoi, c'est l'épée un peu de Dieu, hein, le jugement. Donc le bébé qui vient de naître, lui, il a juste le ça, il n'a pas de surmoi. Donc il peut être un monstre. Quand tu étais le biberon, il tuerait tout le monde, il voulait toujours manger, c'est tout, il ne se pose pas de questions. Donc l'homme, dont on peut déjà parler de l'homme postmoderne, est comparable à ce bébé, quelque part. Hein. Et le résultat, c'est quoi? Il y a 4 possibilités. Il y a le féminisme qui se radicalise, le féminisme lesbien qui se radicalise, ou le radicalisme féministe lesbien. Il y a la deuxième possibilité, le vegan écologisme. Hein. La troisième possibilité, il y a le transhumanisme qui arrive aussi, et je vais vous dire pourquoi le vegan écologisme et le transhumanisme, en fait, c'est la même chose, bien que ça paraît paradoxal. Dans le vegan écologisme, on propose, si vous voulez, la diminution de l'homme vers le règne animal, hein, et dans le transhumanisme, au contraire, c'est l'homme augmenté, mais au final, ça revient au même. Hein. Pourquoi? Je peux le dire tout de suite, parce que dans le vegan écologisme, en réalité, en rehaussant l'homme, le végétal et le minéral au niveau de l'homme, hein, ça revient au même. C'est comme si on faisait redégringoler l'homme au niveau du minéral et du végétal. C'est pareil. En fait, le vegan écologisme, sans le savoir, veut faire dégringoler Dieu lui-même, puisque l'homme est à l'image de Dieu. En faisant de nous à tout prix des êtres humains comme les végétaux, les minéraux, les vers de terre, etc. Il y en a même qui disent qu'il faudrait qu'on disparaisse de façon à ce que les plantes puissent survivre. Hein. On arrive à ce genre de délire. Hein. Donc ça nous amène, si vous voulez, c'est en réalité le but, c'est bien sûr de s'en prendre à l'homme, à la place de l'homme. Donc Dieu a donné à l'homme au milieu de la création, pas en bas comme les animaux, mais pas en haut non plus. Hein. Donc l'homme a sa place. Et en faisant dégringoler l'homme, au passage, en passant, on fait dégringoler Dieu. Le transhumanisme, c'est pareil, mais de l'autre côté. En voulant rehausser l'homme, hein, augmenter l'homme, on le met en position de pouvoir décider lui-même de sa propre évolution. Et là, on retrouve d'abord, c'est vrai, des idées, des lumières. On voit la deuxième déconstruction a aussi des racines dans la première, évidemment. Hein, c'est pas mathématique, tout ça, au niveau des détails. Donc, voilà, si vous voulez, le problème fondamental. Alors, au niveau il y a une autre possibilité, il y a aussi une quatrième possibilité. Moi, j'étais un fan de Philippe Muret, hein, dans ses livres Exorcisme spirituel. Peut-être que vous connaissez Philippe Muret, c'est un type très intéressant à lire, hein, qui est mort hein, depuis. C'était loin d'être simple, et il parlait de l'homo festivus. Et l'homo festivus, c'est l'abruti arrogant et orgueilleux. Hein, il n'a même pas l'excuse de vouloir se bricoler une nouvelle éthique avec un surmoi de pacotille, hein, parce que l'homme bébé qui est motivé par le ça, c'est quand même fabriquer un petit surmoi, hein, élastique, une fausse éthique horizontale qu'il se bricole lui-même et qui vient en aval de l'action. Donc une éthique pour se déculpabiliser. Hein. Mais l'homo festivus, lui, face au traumatisme donc, de l'échec des Lumières, au lieu de se trouver malgré tout notre voie dans l'écologie, une fausse voie, lui qu'est-ce qu'il fait? Allez, on est entre voisins, les gars, on se forme un comité de voisinage,
pour lutter contre le danger du renouveau fasciste qui nous menace. Et puis on se mange de merguez, le jour où on crée l'association. C'est ça le mot Festivus, c'est-à-dire il est bête et arrogant. Il ne veut même pas s'enfuir. C'est vraiment, allez, on se trouve encore une idéologie de pacotille, de substitut, placebo, et on se mange les merguez. Donc on fait ce comité de lutte contre le danger imminent que nous voyons tous du renouveau du fascisme. Voilà, ça c'est le mot Festivus. Alors, je vais... donc ce que je voudrais faire maintenant, si vous voulez, je vais, après, je garde vraiment pour la fin l'essentiel. Je voudrais donc rappeler, donc pendant cette phase, il y a cette haine de Dieu, ça c'est le dénominateur commun à tous ces mouvements, ils ont quand même la haine de Dieu. Donc cette haine de Dieu, dont si vous voulez, doit être inscrite dans un processus de génocide culturel. Et le génocide culturel, c'est fondamental, puisqu'il démolit, les interdits, et notamment au niveau par exemple, quand on est complètement déconstruit, en diabolisant l'Église catholique, eh bien, du coup, on est plus à même d'accepter l'évolution satanique de la société. Donc ça devient aussi la phase du génocide culturel, et qui a bien fonctionné. Donc le génocide culturel procède aussi par intimidation répétitive. Par exemple, dans son discours, le président Obama en 2015, donc ça c'est par lavage de cerveau subliminal, il avait dit, c'est un discours qui était dans le cadre du discours de l'Union, à l'origine, ce discours devait être tenu pour dénoncer le racisme. Donc ça, c'est quelque chose de bien. En tant que chrétien, je pense qu'on peut être contre le racisme. Mais il avait dit, c'est la défense des droits LGBT. Donc toujours pareil, c'est la technique d'association entre une idée diabolique avec une bonne idée. Pour vous dire, en gros, si vous êtes contre le mariage homosexuel, vous êtes des pourris de racistes. Donc association d'idées, une bonne idée à côté d'une idée diabolique. Donc ça, c'est destructeur, ça contribue au lavage de cerveau, à la diabolisation de l'Église, puisque l'Église est contre le mariage homosexuel, et ces processus, on les rencontre sans arrêt, c'est subliminal, mais ils sont là à la télé, de partout. Il faut maintenant une foi catholique inébranlable pour pouvoir résister au lavage de cerveau subliminal. Ça devient impossible. Alors avant d'en arriver à l'essentiel, voilà donc pour vous montrer comment ça marche. D'abord, Hillary Clinton, quand elle croyait qu'elle allait être présidente en 2015, elle avait tenu un discours nous disant que dans le cas où elle deviendrait la présidente des États-Unis, elle imposerait à religion monothéiste, c'est-à-dire en gros l'Église catholique, de changer leur dogme sur les droits reproductifs. Autrement dit, c'est l'avortement. Donc si Hillary Clinton est arrivée au pouvoir, avant d'arriver au pouvoir, elle nous dit ça. Ça veut dire que l'humanité est prête pour entendre qu'il faut se débarrasser de l'Église catholique. C'est extrêmement significatif. En matière de dégringolade et de génocide culturel, c'est énorme. Alors voilà une photo que moi je trouvais vraiment très sympa pour vous montrer qui résume énormément de choses. Donc Valeurs Actuelles, je l'ai amené. Valeurs Actuelles, c'est une revue soi-disant de droite, catholique. Je disais quand j'étais en France. Et là, donc je rappelle que selon Peggy, selon Charles Peggy, qui a dit à juste titre, être français, c'est avant tout être catholique. Peggy, qui pour moi était vraiment quelqu'un de bien, parce qu'il était un peu insaisissable. Donc voilà, les trois résistants pour Valeurs Actuelles. Donc on est en pleine culture de mort, en pleine déchristianisation. Les francs-maçons comme Vincent Payon reconnaissent qu'ils veulent détruire l'Église catholique. Que tant qu'il y aura des cathos en France, on ne sera pas un pays libre. Voilà les trois résistants pour Valeurs Actuelles. Je vous laisse les admirer.
Hein. Nous avons donc M. Finkielkraut, juif, c'est-à-dire pour qui le Christ est un charlatan. Nous avons M. Zemmour qui est honnête dans son combat pour l'avortement, mais pour qui le Christ est aussi un charlatan. Et nous avons Onfray qui, dans ses conférences, dit que le Christ est un oignon dans lequel il n'y aurait rien à l'intérieur. Hein. Voilà. Alors, et malheureusement, il arrive à embrouiller des gens. En réalité, des types comme Onfray se sont rendus compte qu'avec l'explosion des réseaux sociaux, il ne suffit plus de cracher sur l'Église catholique et voir des fascistes de partout pour vendre des livres. Donc ils essayent pitoyablement de sauter sur le train de l'anti-politiquement correct En Marche, pour soi-disant, là aussi, donner l'impression d'être pour la France éternelle. Hein. Et voilà, donc en réalité, c'est une plaisanterie. Ces types sont invités dès qu'ils font le moindre bouquin, y compris Zemmour, donc Onfray. Simplement, Onfray a un problème avec Macron, il est un petit peu moins invité en ce moment, mais il n'est pas contre le système. Hein. Tous ces gens, à part Zemmour, sont Finkielkraut, dans son livre Défaite de la pensée, pourrissait dans son dernier chapitre le pape Saint Jean-Paul II et la jeunesse catholique française. Finkielkraut est pro-avortement, pro-meurtre des enfants à naître, une des pierres angulaires de la déchristianisation éthique. Voilà les résistants. C'est une plaisanterie. Quant à monsieur Onfray, je l'ai dit, monsieur Zemmour, lui, il fait partie de ces rebelles placebo de Panurge, c'est-à-dire, effectivement, il est honnête. Hein, on peut penser, bon, on va être gentil. Hein, on va être gentil. Dans son combat contre l'avortement et le mariage de mort, il est honnête. Mais en réalité, il rend énormément service à la dictature. Pourquoi? Parce qu'il est juif. Et c'est-à-dire le Christ est un charlatan pour lui. La France repose sur la reconnaissance du Messie d'Israël, hein, donc l'Église catholique, hein, dans la personne de Jésus-Christ. Comment voulez-vous être en résistant dans un pays dont le but est de détruire l'Église catholique, alors que si vous dites que le fondateur de cette Église est lui-même un charlatan? C'est une histoire de fou, de dingo. Hein. Le problème, c'est que les Français le croient, ça y compris les catholiques. Hein. Et d'ailleurs, on le voit même pas seulement en France, au Brésil c'est pareil, il y a le phénomène de Bolsonaro. Hein. Eh bien, en réalité, dans le Brésil, il y a un grand pays catholique, il faut savoir, qui est pourri par les ONG, c'est vrai, mais enfin, le peuple résiste, et c'est quand même bizarre. Le type qui aurait pu donner un peu d'espoir aux Brésiliens, c'est un protestant. C'est un renégat, Bolsonaro. Il s'est converti au protestantisme. Il s'est baptisé dans le Jourdain par un calviniste. Donc voilà. Pourquoi? Parce que ces gens ne représentent, au fond, aucun danger pour le système. Hein? C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que pour être dangereux dans un pays catholique, et d'ailleurs sur Terre, il faut être catholique. C'est la condition sine qua non. Si vous n'êtes pas catholique, vous faites peur à personne. C'est pas un juif qui pense que le Christ est un escroc qui va sauver la France, qui repose sur la reconnaissance du Messie d'Israël. C'est pas Bolsonaro qui est devenu protestant, qui est avec les francs-maçons pendant la Révolution française, qui va sauver le Brésil. Le Brésil catholique. Hein. Donc voilà, ça, tout ça, c'est organisé. Il faut en avoir conscience parce que sinon on ne peut pas résister. On ne peut pas résister. Alors, nous abordons maintenant donc la deuxième partie. Hein. Là, je vous ai fait le descriptif, si vous voulez, déjà de cette phase de génocide culturel qui va précéder le génocide tout court. Hein. Alors maintenant, je voudrais décrire le soubassement. Hein. Donc d'abord, le soubassement de cet intégrisme féministe lesbien qui, associé avec les progrès en embryologie, va mener à mon idée du complot inconscient. Donc, je vais rappeler 2-3 choses avant de continuer. Alors, on va commencer par donc, ce féminisme radical lesbien. Il faut savoir que les normes, la normalité, ce qui crée la normalité, ce n'est pas ce que pense la majorité des gens. Hein. C'est la norme la plus, si vous voulez, ce sont les résistants, enfin pas les résistants, pardon, non.
c'est la petite minorité la plus agressive et la plus virulente qui finit par imposer aux autres cellules. On l'a vu avec les Jacobins, qui ont gagné contre les Girondins. Les Girondins voulaient organiser un référendum, l'appel au peuple, qui a été refusé par Marat, Robespierre et Saint-Just, d'une seule voix. Ça, vous le savez mieux que moi. Donc, on l'a vu aussi avec les mencheviks et les bolcheviks. En ex-URSS, ce sont les plus durs. Or, c'est pour ça qu'on peut penser que de tous ces mouvements post-deuxième déconstruction, c'est le radicalisme féministe et lesbien qui va de loin gagner, parce que c'est lui qui a le plus de revanche à prendre. Et ça, je vais encore le développer. Alors, donc, un descriptif. Je voudrais commencer par Julia Kristeva. Est-ce que vous avez entendu parler de cette femme? Donc, Julia Kristeva est une féministe linguiste française qui fait partie des bonnes féministes. Dans le féminisme, vous savez qu'il y a deux courants, il y a les essentialistes et les anti-essentialistes. Les essentialistes, ce sont celles qui pensent que les femmes sont femmes et les hommes sont hommes. Donc, à la limite, c'est plus convenable comme féministe que le féminisme. Bien que dans les essentialistes, elles disent on est tellement différents qu'il faut quand même nous séparer. Donc ça peut quand même mener à l'homosexualité. Mais enfin, c'est un féminisme qui est moins, que je ressens moins diabolique. Donc Kristeva, les anti-essentialistes, c'est plutôt la direction par exemple, d'Oma Haraway, la féministe américaine, ou même de Judith Butler, qui produit avec son bouquin Le trouble dans le genre. Donc, Kristeva, alors on commence par elle. Voici ce que disait Kristeva, Madame Julia Kristeva, ça c'est intéressant, vous allez voir, dans son intervention lors de l'université du MEDEC, tenue en 2011. Alors, déjà, on se demande ce qu'elle fait là. Parce que le MEDEC, c'est les patrons, ils sont plutôt à droite, catholiques. Pourquoi est-ce qu'ils, je ne sais pas, moi, les féministes n'invitaient pas le professeur Lejeune. Pourquoi est-ce qu'eux invitent une féministe? Bon, c'est juste une question accessoire. Alors, elle dit en gros, donc déjà le titre, le féminisme est un humanisme, donc ça, ils le font tous, Sartre aussi, l'existentialisme est un humanisme. Elle nous dit en gros deux, trois choses. Elle dit, alors écoutez bien, ça, c'est une base, si vous voulez, normative pour l'avenir. Et c'est une bonne féministe, c'est pas la pire. Et Mme Julia Kristeva est quand même très connue, elle est reçue par les présidents, etc. D'ailleurs, là, elle était à côté de François Copé. Elle dit, la finalité de l'humanisme est le féminisme. Et elle rajoute, la finalité du féminisme est que la femme découvre sa bisexualité. Donc elle découvre qu'elle est à moitié lesbienne. Bon, moi, alors elle rajoute un petit truc pour nous embrouiller, parle psychologiquement, bon, mais en fait, elle dit en gros, c'est ça, enfin moi je n'interprète comme ça, la finalité de l'humanisme c'est le féminisme, la finalité du féminisme c'est l'homosexualité, pour la femme, qu'elle devienne à moitié lesbienne. Et face à ça, l'homme est en état de choc. Alors là, on se dit, elle est gentille, elle va nous sortir un truc sympa, mais pas vraiment malheureusement. Elle nous dit, face à ça, il y a deux possibilités. Ou bien l'homme devient mélancolique, impuissant et au bout du rouleau, quoi, il sombre dans la dépression, ou bien il devient un prédateur sexuel. Bon, là, c'est pas elle qui me dit, c'est moi. Un peu comme l'ancien ministre Strauss-Kahn, qui était incapable de rester 2 minutes à New York dans une chambre d'hôtel sans violer une femme de ménage. Voilà. Donc, on a le choix entre ça. D'un côté, on devient des impuissants gaga burn-out, ou alors on devient des types comme Strauss-Kahn. Et alors, elle propose quoi? Là, on s'attendait à ce qu'elle propose une troisième solution. Eh bien non. Elle nous dit, l'homme doit se faire soigner. Nous devons nous faire soigner face à ce choc. Donc il faut se faire soigner, messieurs. Donc en fait, ça aussi, c'est très, très significatif parce que ça sous-entend qu'en fait, c'est le départ du sexe masculin. On ne veut plus de nous. Là-dessus, si on rajoute la fin du patronyme aussi. Le patronyme, c'est pareil. Le patronyme, c'est quoi? Je dis à ma femme, voilà, t'es bien gentil, mais enfin, tu sais que mon enfant est de toi. Moi, j'en suis pas complètement sûr. Tu le portes 9 mois dans tes entrailles, moi non, donc ça crée une osmose avec toi. Je me sens déresponsabilisé, donc en compensation, l'enfant va porter mon nom, ce qui me paraît quand même normal.
Parce que si en plus il porte pas mon nom, l'enfant, je ne sais pas s'il est de moi, c'est toi qui le portes. Il ne s'appelle même pas, porte même pas mon nom, donc bon, au revoir, hein, je vais jouer à la pétanque, hein, quelque part. Donc, ça, je pense que c'est très important, cette phrase de Julia Kristeva. Alors ensuite, nous trouvons donc un peu la pensée. Hein, et attention, ce ne sont pas les féministes, les folles furieuses là, les fémènes. Hein, ça, ce sont que des féministes qui ont pignon sur rue, qui sont reçus par les présidents, par renseignez-vous sur Julia Kristeva, vous verrez. Hein. Et là, c'est pareil. Marie Daly, une américaine, donc catholique, théologienne catholique, lesbienne quand même, elle passe sa vie à dire que le problème c'est Dieu le Père. Parce que Dieu le Père, donc non, ça aurait pu être Dieu la Mère. Donc, et donc problème contre les femmes, Dieu le Père, un peu comme cette dingo de pasteur suédoise qui l'année dernière, je ne sais pas si vous vous en rappelez, avait dit l'expression fils de Dieu c'est pas bien, parce que du coup ça exclut les filles. Donc il faudrait trouver un autre nom pour dire le Fils de Dieu. C'est pas bien non plus. Après, on a fait croire que c'était une fake news, vu l'énormité, mais ça n'était pas une. C'était une vraie news. Donc nous trouvons, bien sûr, bon, des gens comme Butler et Drusilla Cornwell, hein, qui ont fait un bouquin ensemble, Body That Matter, hein, qui n'est pas traduit en français, et où là, ça c'est une technique aussi du radicalisme féministe et lesbien américain. Ça c'est surtout Butler qui fait ça, et dans Trouble dans le genre. Elles ont elles-mêmes, hein, pour nous vendre leur idée démoniaque de gender theory, elles ont elles-mêmes un discours quasiment incompréhensible. Je ne sais pas si vous avez essayé de lire le bouquin, mais bon, il faut s'accrocher. Et elles se réfèrent à d'autres personnes qui sont aussi incompréhensibles. Par exemple, Derrida. Derrida, c'est pas toujours évident d'essayer de lire le bouquin. Donc voilà, alors ça, en fait, c'est de la malhonnêteté. D'ailleurs, ça a été dénoncé par Alain Sokal dans un bouquin Imposture intellectuelle, où il parle de ces intellectuels de la French Theory, donc Derrida, Foucault, etc. Et donc, ce sont des gens incompréhensibles qui se réfèrent à d'autres personnes aussi incompréhensibles ou plus incompréhensibles qu'eux. Alors franchement, le commun des mortels, même l'honnête homme intellectuel, il ne peut pas, il est obligé de croire, on ne va pas se taper l'œuvre de Derrida pour vérifier si... Hein, donc voilà, en fait, c'est de la malhonnêteté, hein, et en fait, ça mène, si vous voulez, au lavage de cerveau, en fait, hein, par intimidation. Hein. Donc en fait, bon, l'idée, c'est que Derrida aurait amené le trouble dans le texte, hein, ce qui est un peu vrai. Bon, Derrida, on ne va pas parler de Derrida, mais enfin, il introduit l'idée de ce qui compte dans le texte serait le non-dit. Par exemple, un texte qui parle du printemps, en réalité, parle de l'hiver, qui vient de mourir. Bon. Alors, Butler a dit que, ben voilà, hein, enfin, le grand Derrida, le French intellectual, il me donne raison. Donc j'ai raison, le trouble dans le genre, trouble dans le texte, trouble dans le genre, hein, un petit grand écart au passage quand même. Hein. Un type comme Derrida qui, les intellectuels de la French Theory, donc de la deuxième déconstruction, ont joué le jeu de cet appel d'air que le radicalisme féministe lesbien américain leur ont proposé quelque part. Hein. Car des gens comme Derrida, bon, je ne pense pas qu'à l'origine il était comme Butler, mais comme ils n'étaient pas si connus que ça en France, ils se sont dit, bon, ils ont un pont d'or, hein, et ils ont joué le jeu. Hein, voilà. Donc il y a eu, en fait, tout le processus, c'est complètement malhonnête, il faut le savoir. Hein. C'est complètement malhonnête. Alors, quelques citations, et là je vais parler directement de ma théorie. Franck, n'oublie pas de me dire qu'il reste un quart d'heure, hein, ou 10 minutes, même 10 minutes ça va. Donc, Adrienne Rich, une université, alors encore une fois, c'est pas des fémènes, c'est que des femmes profs d'université au minimum, hein, écrivain connu. Adrienne Rich, hein, Université de Baltimore, elle dit la finalité de toute femme est l'homosexualité. Donc, prof d'université. Robin Morgan, journaliste très connu aux États-Unis, cité par Butler, reçu par les présidents. Elle dit « Je crois que la haine de l'homme est un acte politique viable et honorable. » Là, il y a Sheila Jeffrey, je ne la cite pas, la phrase est un petit côté sexuel, c'est pas la peine de se polluer avec ça. Linda Gordon, féministe sous Clinton, très connue aussi aux États-Unis, qui écrit dans Newsweek régulièrement, donc chargée des relations hommes-femmes dans les familles, elle va dire, et qui va recevoir le prix Marfield, qui est une espèce de légion d'honneur
pour les artistes aux États-Unis. Hein. Donc là, c'est goûté, approuvé, reconnu conforme, et t'as même un prix. Hein. Donc, elle va dire, on doit détruire, on doit détruire la famille nucléaire, quelle que soit sa signification ultime. L'éclatement des familles, maintenant, constitue un processus révolutionnaire objectif. C'est quand même pas mal, hein. Elle a travaillé pour Clinton. Vous vous rendez compte? Le pays le plus puissant sur la planète, la bonne femme qui travaille pour Clinton, donc le président, hein, qui était l'homme le plus puissant de la planète, nous annonce en gros qu'il faut se débarrasser de la famille. Et là, ça me permet de rebondir sur l'historienne du professeur Lejeune, Anne Bernier, hein, qui était une amie aussi du professeur Lejeune, hein, le grand professeur, qui avait découvert la trisomie 21, qui aurait dû être prix Nobel, mais qu'il n'a pas eu parce que le fond de Stockholm, hein, effectivement, il était contre l'avortement, donc il a été privé de prix Nobel. À cause de ça, c'est la vraie raison. Donc elle dira que, et ça a été reporté directement par le professeur, à l'occasion d'une conférence aux États-Unis sur l'embryologie et la génétique, dans les années 70, tout d'un coup, une femme sort de nulle part et dit textuellement: il s'avère que l'Église catholique est plus difficile à détruire que nous l'aurions cru, il convient donc de l'attaquer sur ses flancs. Hein? Ça aussi, c'est tout un programme. Hein? Hein? Mais là aussi, le but de la destruction de l'Église catholique, au-delà de la destruction en soi, c'est encore autre chose. C'est que donc détruire la famille pour détruire l'Église catholique, effectivement, hein, parce que la famille est le vecteur essentiel de la transmission de la foi. Donc si vous détruisez la famille, vous détruisez la foi catholique. On conçoit mal deux mamans lesbiennes qui amènent le petit chez monsieur le curé. S'il fait bien son travail, il va leur dire écoutez, ces deux mamans, ce sont deux petits démons. Quoi. Pas parce qu'elles sont lesbiennes, attention, parce qu'elles sont dans la démarche du mariage, de la reproduction, etc. Encore une fois, c'est pas la personne homosexuelle qui est un démon. Ça, c'est bon. C'est autre chose, c'est plus compliqué. Hein. Donc voilà. Alors maintenant je vais en arriver à la phase technique du génocide tout court, hein, avec donc descriptif du génocide et après la téléologie, donc hein, la finalité métaphysique, si vous voulez, du génocide du sexe masculin. Donc nous avons pour cela un rappel. Alors le clonage, donc je rappelle que le clonage c'est en fait, c'est assez simple. Hein. Vous avez dans l'organisme deux catégories de cellules, les cellules somatiques qui ont tout le patrimoine de l'ADN, le patrimoine génétique, ce sont les cellules somatiques, elles ont 46 chromosomes. Hein. On va prendre une de ces cellules, on dit qu'elles sont différenciées. Par exemple, une cellule de peau, vous allez la prendre, donc une femme va prendre une cellule de peau, hein. On va enlever le noyau de cette cellule qui contient la totalité des chromosomes, hein, donc les 46 chromosomes. On va implanter ce noyau dans l'ovocyte de cette même femme, duquel on aura extrait auparavant le noyau. Donc ovocyte énucléé. On va mettre le noyau dans cet ovocyte, on va réimplanter l'ovocyte dans l'utérus. Cette dame va donner 9 mois après sa sœur jumelle avec un décalage d'années, évidemment. C'est ça le clonage. Hein? Le clonage, c'est ça. Donc, le premier petit problème, une femme peut se cloner toute seule. Pas normalement. Nous avons besoin d'un utérus. Et on n'en a pas. Hein? Alors, l'utérus artificiel, il n'est pas encore fait, ça va être hyper compliqué, même si un jour il sera fait, ça va demander, l'accès ne sera pas facile. Donc, en plus, l'utérus artificiel, parce qu'on pourrait dire, ça pourrait être une critique contre ma théorie, les hommes pourront se cloner grâce parce que ça marche aussi pour les hommes, bien sûr. Hein. On peut prendre une cellule de l'épiderme et la mettre donc dans un ovocyte. Les ovocytes, on va réussir à les faire aussi artificiellement. Et puis, voilà. Mais le problème, c'est que même si ça marchait, ce que je ne crois pas, l'utérus artificiel est très compliqué. Eh bien, en fait,
si vous voulez, un des derniers respects que la femme postmoderne va avoir pour l'homme, c'est que l'homme, quand la femme est enceinte, il a un côté bienveillant. Hein, ma chérie, t'es enceinte, reste là, enfin, il protège sa femme, normalement, à moins vraiment d'avoir un problème. Hein. Or, l'utérus artificiel, en libérant la femme donc de la gestation, du coup, elle va se dire, bon, on n'a même plus besoin de lui pour... Hein. Donc, en fait, ça va même se retourner contre l'homme. En fait, la dissociation complète entre la sexualité hétérosexuelle de la reproduction rend l'homme complètement inutile. Hein, c'est ça. Ça, c'est fondamental. Alors, pour les cellules souches donc pluripotentes induites, une petite parenthèse, parce que c'est important. Est-ce que vous en avez entendu parler ? Alors, donc ça c'est très important, ça a été découvert en 2007, c'est pas comme le clonage, mais ça part également d'une cellule différenciée, c'est-à-dire une cellule de l'épiderme hein, qui est différenciée, donc les cellules souches sont indifférenciées. On prend une cellule somatique différenciée, et à partir de cette cellule, donc ça marche chez un homme comme chez une femme, on va reprogrammer la cellule. Et on va pouvoir en faire une cellule souche au stade germinal primordial. Et à partir de ce moment-là, cette cellule, donc elle va se retrouver comme au stade embryonnaire pratiquement. À partir de ce moment-là, on arrive à la reprogrammer en cellule germinale primordiale, selon qu'on la place dans un contexte ovarien ou testiculaire, on va réussir à produire des spermatozoïdes ou des ovocytes. Ça veut dire qu'une femme toute seule, hein, sans même se cloner, le principe n'est pas si loin, va pouvoir donc fabriquer des spermatozoïdes et des ovocytes à partir de son corps, et donc procéder cette fois à une fécondation, une fécondation in vitro. Hein. Le problème, bon, nous aussi on pourrait le faire, mais c'est comme pour le clonage, on a à nouveau besoin d'un utérus. Hein. Problème, c'est que les femmes qui vont utiliser cette technique, et elle avait une forte poussée, une demande hein, dans cette direction, elles ne pourront faire que des filles. C'est ça le truc. Et c'est particulièrement diabolique. Parce que, pourquoi ? Parce que les spermatozoïdes qui seront produits de cette façon, à partir des CSPI, à partir donc, par exemple, d'une cellule différenciée de l'épiderme, sont toutes XX. Les spermatozoïdes sont tous XX. Donc elles ne pourront donner que des femmes. Donc style, les hommes, désolé, c'est pas de notre faute, hein, mais donc ça va se faire tout doucement. Il y aura pas le génocide du sexe masculin, ça va se faire tout doucement. Il n'y aura pas une seule goutte de sang. Hein, hein, faut pas, donc c'est ça qui est particulièrement satanique. Hein. Alors, donc ça c'est maintenant que vous savez ça, voilà l'idée fondamentale. Alors écoutez bien. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, et peut-être même au niveau biologique, encore qu'il y a quelques espèces animales qui se reproduisent sans accouplement, enfin en général, hein, et en tout cas pour l'homme c'est ainsi. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un des deux sexes, en l'occurrence le sexe féminin, est en mesure de se reproduire tout seul. Pas le sexe masculin, le sexe féminin. Si là-dessus, on considère cette haine du radicalisme féministe lesbien, vous avez entendu quand même ce que je vous ai dit, des ministres de Clinton, si on considère cette haine, et sachant que c'est le normatif virulent qui finit toujours par gagner, sachant aussi que derrière il y a Satan, le diable, qui n'a jamais avalé le oui de Marie, la Sainte Vierge, le oui à la gratuité, Satan suggère à la femme postmoderne, il lui dit « débarrasse-toi de ce porc », comme le livre hein, le dénonce comme porc, « débarrasse-toi de ce porc » en lui insufflant une fausse historiographie qui est reprise par la franc-maçonnerie, etc., qui, sans le savoir, joue ce jeu, ils ne le savent pas. Mais eux aussi, ils scient la branche sur laquelle ils sont assis. Hein. Donc, la femme peut se reproduire toute seule.
considérant cette haine implacable de ce radicalisme féministe et lesbien et de Satan qui suggère à la femme postmoderne, parce qu'il n'a jamais accepté le oui à la gratuité de la Sainte Vierge, qui dit à la femme postmoderne, oui, débarrasse-toi de ton corps, hein, tu es capable de te reproduire toute seule, ok? Qu'est-ce que tu vas t'embarrasser d'un homme, hein, surtout qu'il est en train de s'efféminiser, hein, de devenir féminin. Or, la féminisation du sexe masculin, il y a une corrélation symétrique, entraîne l'homosexualisation de la femme. C'est un cercle vicieux. Hein. Donc la femme pleine de haine contre l'homme, suite à Satan, à la fausse historiographie, pouvant se reproduire elle-même toute seule, et on y va tout droit, et ça commence. On y va tout droit, et ça commence. Hein. Alors, bien sûr, on peut dire, il y en a qui me disent, mais t'es dingo, les femmes, elles nous adorent. Écoutez, l'être humain est faible. Là, il faut voir le bouquin de Hannah Arendt. J'aime pas la citer parce qu'on la cite souvent, mais bon, là, il se trouve qu'elle a eu raison. Dans le procès de Eichmann à Jérusalem. Hein. Le problème, c'était pas Hitler, le problème, c'est Eichmann. Le problème, c'est pas qu'il y a un fou de dictateur, il y en a de temps en temps. Enfin, encore qu'il n'était pas fou, mais le problème, c'est pas ces sangs humains, parce qu'ils sont malgré tout exceptionnels. Le problème, ce sont les gens ordinaires. Eichmann, qui aurait été honnête en d'autres circonstances, hein, et qui tout d'un coup a collaboré à fond avec le mal, hein, parce qu'il a quand même aidé à la déportation de millions d'innocents. Hein. Donc, remarquez, Hannah Arendt aura fait après la même erreur que Eichmann. Parce qu'à la fin de sa vie, elle aurait été pro-avortement et pro-mariage homosexuel. Elle s'est fait récupérer par les lobbies aussi. Donc vous voyez, chaque époque a ses Eichmann. On voit les Eichmann des autres époques, mais pas les Eichmann de nos époques à nous. Hein. Donc, alors voilà, donc finalement, ce que j'ai fait dans ma théorie, si vous voulez, j'ai regardé les mots éparses de la culture de Nord, comme dans un puzzle. Hein, il y avait des mots qui étaient pris séparément, qui étaient insensés, dans une certaine mesure. Hein. Et par exemple, la déculpabilisation de l'avortement, donc là il y a Zemmour qui est contre l'avortement, il y a le mariage homosexuel, là il y a Boutin, il y a la théorie du genre, là je sais pas, il y a Farida Belboul, hein, par exemple, qui d'ailleurs m'avait contacté en Allemagne, elle voulait que je fasse un truc avec elle, elle m'avait demandé après de ne pas intégrer la théorie du genre dans un schéma de culture de monde global, ce qui aurait été une imbécilité, parce que la théorie du genre est juste un passage, c'est pas la fin en soi. Donc j'ai refusé, on s'est séparés. Enfin, je pense que son combat est honnête pour ça. Donc, chacun fait sa fixation, et ce que j'ai fait, un peu comme dans un exercice je vous ai dit que j'étais enseignant à Hambourg, un peu comme dans un exercice de grammaire, où, vous savez, aux élèves, on leur donne des mots incohérents, syntaxe, mots qui sont placés différemment, et l'élève doit trouver la bonne syntaxe de façon à dégager un contenu sémantique. Hein. Et bien en fait, c'est ça ma théorie du complot inconscient. De ces mots éparpillés, de ce puzzle, j'ai réussi à faire une phrase cohérente. Cette phrase, c'est mon intuition. Hein. Donc ça, en fait, tout est là. J'aimerais vous lire un passage de mon livre, donc où en fait je résume ça, hein, deux petits passages. Donc en réalité, la fixation de l'intégrisme féministe lesbien à l'endroit de la théorie du genre s'explique facilement. C'est que cette théorie est une condition essentielle à l'universalisation de l'homosexualité. Hein. Son but caché est de mener à l'androgynie. La théorie du genre mène à l'androgynie. Hein. Et l'androgynie fait dégringoler, si vous voulez, l'hétérosexualité. La libido hétérosexuelle dégringole. Ce qui, à son tour, mène à l'homosexualité. Et quand tout le monde sera homosexuel, le clonage ou les techniques de CSPI seront justifiées. On dira à l'homme, écoute, toi qui as persécuté avec la fausse historiographie, tu as persécuté un porc, tu as persécuté les femmes toute ta vie, toute l'histoire, hein, donc tu vas être gentil, tu vas accepter le clonage de femmes, même, donc ça va se passer comme ça. Hein. On va lui dire, et si vous voulez, l'homme postmoderne, désormais homosexuel, sera sommé de
sortir de l'histoire de l'humanité avec le sourire en disant merci, en s'excusant d'avoir persécuté les femmes. Hein. Voilà. En gros, c'est ça. Alors, j'avais fait pour m'amuser, enfin pour m'amuser, non, j'avais fait une espèce de théorème. Si A, c'est la destruction de la famille et la théorie du genre qui mène à l'androgynie et à l'homosexualité pour tous. B, la déculpabilisation de l'avortement. C, universalisation, déculpabilisation du clonage. Et D, génocide du participatif du sexe masculin qui mène à l'indifférenciation. Alors M est égal, donc A plus B plus C plus D égale M. C'est-à-dire la victoire de la culture de mort, si Dieu le sait faire, attention, la victoire de la culture de mort, c'est-à-dire par phénomène d'indifférenciation successif mené à l'indifférenciation suprême, qui est l'indifférenciation entre le bien et le mal. Hein. Et là, tous ces mots de ce puzzle qui était mis à part, hein, avortement, théorie du genre, homosexuel, en fait, génocide culturel, tous ces mots deviennent cohérents. Et ça devient une phrase cohérente, donc tout devient maintenant clair, comme dans un puzzle sémantique infernal, les mots fixatifs du politiquement correct lesbien prennent soudainement un sens et s'assemblent mystérieusement pour former un tout cohérent. Chaque mot, chaque concept étant indispensable à la survie de l'autre. Pas d'avortement sans déculpabilisation, pas de déculpabilisation sans déchristianisation, pas d'effondrement de la libido hétérosexuelle sans universalisation préalable de l'androgynie, pas d'androgynie à grande échelle sans propagation de la théorie du genre. C'est un cercle vicieux infernal. Tout est clair. La phrase, elle est là devant moi depuis 20 ans. Et on y va à fond. L'intention cachée apparaît désormais au grand jour. Hein. Encore un peu de temps et le complot sera conscient. Hein. Donc ça, c'est mon intuition hein, du génocide participatif du sexe masculin. Et je vous dis, messieurs, dames, j'en ai une conviction, sans intervention du Tout-Puissant, je vois qu'il me reste 5 minutes, donc je vais, sans l'intervention du Tout-Puissant, à laquelle je crois, il n'y aura plus un seul être humain masculin dans 200 ans. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté pour cette intuition quand même un peu difficile à transmettre. Hein. Merci. Si vous avez des questions... Hein.